Bien, merci d'être là. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Resalut à ceux qui sont là depuis un petit moment. Alors pour tout le monde, je vais, comme d'habitude, essayer de dire ce qui s'est passé les jours précédents. En tout cas, pour aujourd'hui, hier, avec ce changement de programmation que tout le monde a déploré, mais qu'on a dû faire. Donc, le film prévu ce soir, les films prévus ce soir à propos de Fukushima ont été projetés hier, et le film prévu hier sera projeté aujourd'hui. Donc hier, nous nous sommes occupés de chaos, comment appréhender un chaos, comment apprendre quelque chose d'un chaos, et les deux films proposés ont tenté de répondre par des images, évidemment, des images, mais diversement montées. Fukushima, encore, c'était d'abord quelques minutes de panorama quasi muet qui envisageait la reprise des ruines. Et le second film était plutôt une mise en scène d'un prétendu dernier homme mise en scène qui tournait au spectacle du sacrifice. Nos invités ont eu beau jeu de rappeler que différents contextes, anciens, contemporains, politiques, sociaux, pouvaient nous livrer des cadrages un peu moins étroits que ces films. On a parlé Lisbonne 1755, déboire du parti écologique en France, et surtout réalités fort diverses de peuplement, de réparation et de continuité sur le terrain japonais. Le premier jour, on avait parlé de régime commun, le second d'expérience. Eh bien, pour hier, je retiendrai le terme de prudence qui m'a semblé animer nos propos pendant la discussion, mais une prudence qui n'allait pas sans une certaine colère contre les illusions. Pas d'humanité comme un seul homme, d'ailleurs opportunément genré, pas de digue qui puisse séparer nord et sud, riche et pauvre, humain et non humain, avant et après, début et fin d'un monde qui serait absurdement hors sol. Et pas d'histoire enfin, sans manière de raconter. Voilà, je pense que nous allons avoir ce soir une manière supplémentaire de raconter, avec nos deux éminents invités qui sont là. Inch'Allah, merci beaucoup. Et comme d'habitude, donc, on voit ce film de 47 minutes et on cause après. Merci. Moi, je m'appelle Gilles Boeuf, je suis professeur à Sorbonne Université. Je suis actuellement le président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. J'ai été professeur invité au Collège de France sur la chaire qui s'appelait « Développement durable, énergie, environnement et société ». J'ai tenu beaucoup au mot « société ». Et j'ai présidé cette année le Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est des choses que je dis depuis très longtemps dans mes conférences. Et c'est vrai que je suis en accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Il n'y a que l'histoire du bunker norvégien qui est du pipeau total. Hein. Sur une raison très simple, c'est que quand vous mettez une graine dans un congélateur, elle met un certain temps à mourir, ça dépend des espèces, ça peut durer 6 mois, 1 an, 10 ans. Si vous voulez garder des graines vivantes et les repiquer ensuite, il faut très régulièrement les sortir du congélateur, les repiquer, refaire des plantes et recongeler. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font. Les Mexicains, par contre, ont un programme beaucoup plus intéressant. Dans le Yucatan, vous savez que le Yucatan est quand même une région du monde qui a donné la tomate, le maïs, les chisales, les ficelles, les piments, le cacao, se trouvaient uniquement là. Et les Mexicains ont un programme comme celui de la Norvège, mais sans arrêt. Ils ont un jardin autour de l'endroit où ils conservent ces graines. Ils les sortent, hein, ils les font refructifier et ils les remettent au congélateur pendant un certain temps. Dans ce qui a été posé ici, c'est vrai que ça repose toute la question. Alors l'Anthropocène, moi-même, j'ai beaucoup écrit là-dessus, puisqu'on avait fait un débat au Muséum le 2 décembre 2017, il n'y a pas très longtemps. Pour un géologue, c'est clair que cette Terre n'existe pas. C'est trop court, c'est trop récent. N'empêche que nous avons des marqueurs actuels de l'humanité actuelle qui sont des marqueurs stratigraphiques. Des briques, des bétons, des ciments,
des éléments carbonés qui viennent justement de l'usage du carbone, les matières plastiques évidemment. On a des terrains sur la Terre aujourd'hui qui commencent à être marqués par ces aspects particuliers. Ça commence à peu près à la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est pas aussi vieux que ce que disait Crutzen. Alors, qui invente le terme d'anthropocène? C'est Paul Crutzen, c'est un prix Nobel, il est hollandais, c'est un prix Nobel de chimie. Et il est connu parce qu'il a découvert le trou dans la couche d'ozone qui lui a valu le prix Nobel en 1995. Alors, l'Anthropocène Working Group, on les connaît bien. Il y a une Française, Catherine Jandel, hein, qui fait partie de ce groupe, dans lequel se trouve aussi d'ailleurs, bien sûr, Paul Crutzen. Par contre, c'est l'image, dans la tour dit à peu près la même chose aussi. Ce qui est intéressant, c'est l'image de l'Anthropocène, cette fraction de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur en fait, du changement, c'est la présence de l'humain. Alors, on le fait démarrer quand? Je vais arrêter là-dessus. Je dirais que Crutzen dit la révolution industrielle. James Watt invente la première locomotive en 1784. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. On passe du cheval animal au cheval vapeur. Et c'est l'imprévoyance de l'humain qui nous a amené à la situation actuelle. On remet dans un système quelque chose que le système Pierre avait stocké, qui bien sûr a des actions sur le système lui-même. Hervé en parlera beaucoup mieux que moi là-dessus. Et on peut aussi le faire démarrer à l'ère, il parle à un moment 50 000 ans, c'est un peu vieux, 50 000 ans, il n'y a quand même pas beaucoup d'humains. Quand on s'arrête de bouger, que les femmes font beaucoup d'enfants, on est il y a 12 000 ans à peu près. On est 5 millions sur la Terre, 5 millions d'humains. Et on s'arrête. On s'arrête parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, et qu'on ne peut plus être nomade. Et on commence à inventer agriculture et élevage. C'est aussi un moment extrêmement important des changements qui sont expliqués dans ce film. Donc, où on fait démarrer ça au néolithique, ou bien à la révolution industrielle, ou bien en 1945. 1945, c'est aussi une date très particulière. C'est le premier moment où des humains, par leur technologie, leur science, sont capables de recréer un événement qui ressemble à un grave accident naturel, à un tsunami, un tremblement de terre. Puis sur un bouton, on détruit 60 000 personnes. Il n'y a pas que ça, hein. Les bombardements de Dresde ont fait largement autant de morts avec, pas des bombes atomiques, mais des bombes aussi qui ont été larguées sur un endroit. Donc voilà, on a le choix. Anthropocène, oui, c'est une bonne idée philosophique, ce n'est pas une ère géologique. Et puis on peut la faire démarrer au néolithique, on peut la faire démarrer effectivement à l'époque de l'invention de la machine à vapeur, on peut la faire démarrer en 1945. Bon, donc moi je m'appelle Hervé Le Trott, c'est marqué ici. Donc je suis physicien d'origine, je fais des études de physique, au départ des études physique fondamentales, et puis je me suis progressivement pris au jeu de l'étude de la planète. Alors j'ai réalisé que on est aujourd'hui en avril 2018, c'est ça. Donc j'ai commencé, je suis rentré dans mon laboratoire en avril. Ça fait maintenant, c'est difficile de compter. C'était 1978, donc ça fait 40 ans à peu près. Et donc peut-être une des choses qui, alors bon, je dirige actuellement, je suis professeur à Sorbonne Université, moi aussi à l'école polytechnique. Et je dirige un laboratoire, enfin un institut qui est une fédération de 9 laboratoires de recherche en région parisienne. Alors c'est justement sur la planète plus physique, mais on travaille sur les océans, sur l'atmosphère, sur les sols, sur l'observation de tout ça, donc l'observation qui peut être satellitaire, qui peut être sur la modélisation, qui permet d'anticiper beaucoup de choses. Les modèles ont joué un rôle majeur, c'est la compréhension de comment tout ça fonctionne qui a permis souvent d'anticiper 30, 40 ans avant que les choses se passent, et avec pas mal d'exactitude finalement, ce qui s'est produit ensuite. Donc ça c'est notre métier. Au fil des années, on a introduit l'humain. Je pense que c'est vrai que dans un monde qu'on considérait tel qu'il était de manière un peu minérale, nos sciences, les sciences du climat, qui d'ailleurs n'ont pas été bien comprises au début, parce que justement, c'était quand même des sciences un peu brutales, quoi. C'est des sciences, j'y reviendrai, il y a des faits qui sont brutaux. Mais donc, pour essayer d'interpréter ça, de savoir comment réagir à ça, petit à petit, on a réintroduit quand même l'humain. Alors, il y a souvent un discours qui peut nous gêner, c'est le discours qui exclut un peu trop, et c'était pas le cas de ce film. J'ai trouvé que ce film, de ce point de vue-là, était très complet, qui exclut à la fois les causes et puis les remèdes possibles. Et puis on reste à se lamenter sur ce qui se passe.
Donc ça, c'est une vision de l'écologie qui quelquefois me fait un petit peu peur, parce que justement, il y a 40 ans qui se sont passés, puis on voit que finalement, les choses ont beaucoup changé. Le monde, il y a 40 ans, le monde d'aujourd'hui sont très différents. Alors, moi, je me souviens très bien que quand j'étais à l'école primaire, on a franchi le cap du 3 milliardième humain sur Terre. Il y avait un journal, le Sud-Ouest, c'était la Charente, qui était placardé aux 3 milliards. On est 7 milliards et demi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus, depuis ma naissance, qui me paraît très, très proche, même si elle ne l'est plus, on a plus que multiplié par 2 le nombre d'humains sur la planète. La révolution qui est liée à ça, c'est aussi une révolution médicale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais il y a derrière aussi un fond d'idéologie. On a vu que dans beaucoup de pays, on a refusé la contraception, on a refusé l'action. Tout le problème de la démographie est un problème qu'on a énormément de mal à se poser. Et on est vraiment très nombreux sur la planète. Et aujourd'hui, on gagne à peu près 400 millions de personnes tous les 5 ans à peu près, hein, donc si je ne me trompe pas. Donc ça reste encore quelque chose qui est en évolution rapide, quoi que l'on dise. Donc c'est un problème qu'on a un petit peu de mal à maîtriser. Donc on peut pas parler des choses aujourd'hui comme on en parlait il y a quelques années. L'autre chose qui a été probablement propre à notre discipline du climat et des climats physiques, et qui est pas ressorti, je trouve. C'est peut-être la seule chose qui m'a vraiment manqué dans tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites dans ce film. Difficile ensuite de trouver un fil pour les commenter. Et je pense que les questions vont permettre ça. Mais il y a une chose qui m'a manqué, c'est celle de l'irréversibilité d'un certain nombre de choses qui ont été faites. On a engagé le futur d'une manière sur laquelle on ne peut pas revenir. Alors on ne peut pas revenir sur le fait qu'on est très nombreux de manière rapide, non, mais on ne peut pas non plus revenir sur des choses qui sont très, très simples, très physiques, très directes et très incontestables. Le CO2 qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui, ce gaz qui réchauffe la planète d'une manière qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années, ben ce CO2, on ne sait pas l'enlever. On ne fait pas les efforts pour l'enlever. En tout cas, on ne développe pas les technologies pour l'enlever, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les technologies, on a entendu des exemples. Et il reste là une centaine d'années. Alors 100 ans, c'est un chiffre rond, ça veut dire qu'au bout de 100 ans, il en reste la moitié. Ça veut dire que l'échelle de temps de ces problèmes, elle est considérable. On est confronté, tous les gens qui ont moins de 100 ans dans la salle, plus de la moitié du CO2 qui a été mis dans l'atmosphère au moment de leur naissance est encore là, et puis on ne peut pas l'enlever, et puis il est encore là. C'est des faits très têtus, tout ça. Donc il vient un moment, je pense, où il faut affronter ces faits-là de manière très directe. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'organise, Donc, dans ma communauté, on a quand même ce souci, un petit peu à un moment donné, d'essayer de dire, ben voilà, on a bien fait le constat, on l'a refait, on l'a refait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et là, on a, au-delà de toutes ces idées, ce qu'il faut qu'on change, mais on change comment ? Il y a des différences qui sont abysmales entre ce que souhaitent les uns, ce que souhaitent les autres. Autant il y a maintenant, je pense, un constat qui est largement partagé sur ce qui se passe, autant les chemins sur lesquels on doit se projeter restent quand même très, très différents dans l'esprit des uns et des autres. Donc moi, aujourd'hui, c'est plutôt mon souci majeur. Donc au fil des années, j'ai quand même beaucoup évolué. J'occupais d'un rapport récemment là, sur le changement climatique en Aquitaine. C'est d'essayer de collecter un petit peu ce qui se passe, de réobjectiver la manière dont on peut affronter un problème et de voir quelles sont les pistes très concrètes avec lesquelles on peut l'aborder, avec lesquelles on peut se mettre d'accord. Voilà. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un souci qui doit être fort
d'être dans une action concrète. Parce que le temps manque énormément aujourd'hui. On a 20 ans d'émission au rythme actuel pour être encore capable de ne pas avoir un réchauffement de plus de 2 degrés. Alors c'est toujours des chiffres qui disent, mais on est confronté vraiment à cette espèce de tic-tac des choses, là, de la planète. Et ça c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait dans le film. Merci beaucoup. Juste un petit truc, l'article de Crutzen qui marque qui a proposé le nom d'Anthropocène, s'il n'a pas été volé, normalement il est là en photocopie et en accès gratuit. Vous pouvez vous servir. Il y a une question ici. Merci. Augustin Berck. Vous avez entendu l'historienne qui nous parlait de Humboldt. Elle disait « Nous avons à changer fondamentalement notre mode de vie ». Alors, en quelques mots, comment l'un et l'autre, vous pourriez dire comment vous voyez ce changement? Oui, je peux me permettre d'ajouter un codicile. On a commencé nos rencontres en disant qu'on avait 2 limites à notre discussion. C'est c'est pas la peine de causer, tout est foutu, déjà. C'est l'irréversibilité dont vous parlez. Et deuxième limite, c'est l'urgence. C'est pas la peine de causer parce que maintenant, il faut agir. Donc, j'allais poser la même question. Où est-ce que vous voyez l'essentiel en passant à travers ces 2 limites qui nous interdiraient de causer? Je rebondis sur ce que disait tout à l'instant Hervé. Il disait en 40 ans on a fait des progrès, c'est vrai, mais en 40 ans on a perdu la moitié des oiseaux en France. Ça sort la semaine dernière, il nous manque les 3/4 des insectes volants, trafiqués par des Allemands sur un truc très simple. Ils avaient un piège qui capturait des insectes. Ils n'ont même pas déterminé, ils ont fait des biomasses de ce qui tombait dans leur piège. Il y en a 4 fois moins effectivement qu'il y a 40 ans. Ça va très 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 vite. Et je suis entièrement d'accord avec Hervé quand il parle de l'urgence. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Pour moi c'est très clair, il faut arrêter le court-termisme. Il faut enfin qu'on ait un monde politique différent. Aujourd'hui, on ramène tout à l'utilitarisme. Moi, je suis sans arrêt du monde politique. Il me dit, alors, écoutez, professeur, on vous aime bien, on vous écoute souvent et tout. Quelle espèce je sauve? Il faut qu'elle soit belle, qu'elle ait des beaux yeux bleus, des grands cils, que c'est sympa, qu'elle se bouffe en plus, sinon ça n'a aucun intérêt. Et je montre souvent une image en fait, de très beaux animaux, ce qu'on vous montre quand on veut sauver les animaux. On voit une belle planche de papillons ou de petits crustacés de la Martinique. Mais il y a des super moches aussi, sur nos critères à nous. D'autres qu'on appelle des nuisibles. Alors ça m'énerve terriblement en écologue. Pourquoi est-ce que les dieux auraient inventé des trucs pour emmerder les humains quand ils allaient apparaître plus tard pour leur casser les pieds? C'est ça les nuisibles. Donc revenons à du bon sens. Pour moi, il faut tuer. Je ne suis pas un tueur, mais là je pense que oui. Une économie qui consiste effectivement à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Voilà. C'est en quelques mots ce que je pourrais dire pour répondre très très vite à ce que disait Gilles à l'instant. Et puis tuer la prévoyance. Le CO2, c'est typiquement ce que disait Hervé à l'instant. On découvre cette machine à vapeur, puis le moteur à combustion interne, et on remet dans le système un truc qui était stocké en fait. Alors ça, c'est l'imprévoyance complète de l'humain. Toujours imprévoyant. Alors les types qui veulent me coller des particules dans l'atmosphère ou ceux qui envoient leur bagnole dans l'espace à coût de milliards de dollars, c'est l'imprévoyance totale. Du bourrage de crâne, de la publicité, qui en fait sert à 0,0001% de la population humaine. On est 7-6 milliards, je rejoins Hervé, ça colle pas. La prévoyance, l'arrogance, surtout masculine, et enfin la cupidité, malheureusement qui est autant masculine que féminine. Si on arrive effectivement à revenir là-dessus, ça devrait pouvoir changer. Aller vers de la sobriété, je suis entièrement d'accord. Donc ça veut dire que, moi non plus, je ne suis pas un anti-technologie. Ce que je combats, c'est de croire toujours qu'au moment où on en aura besoin, la technologie va nous sauver à l'instant précis. Si on n'y a pas songé avant, ça ne marchera pas. On a plein d'exemples là-dessus. Donc voilà, en quelques mots résumés sur vers quoi il faudrait aller, ça veut dire qu'il faut réorganiser l'éducation. On en parle dans le film à un moment. Comment on éduque nos enfants. Comment les mâles d'Homo sapiens en France, en 1947, trouvaient normal que les femmes ne votent pas? Trouvaient ça normal? Français, oui. Au Chili, elles votaient en 1910, les femmes. Donc ça veut dire que c'est tout ça en fait qu'il faut reprendre. On trouve normal. Là, par exemple, je me suis vraiment foutu en boule récemment contre la RATP, dans cette campagne dans le métro, pour normalement aider les femmes contre le harcèlement. Qu'est-ce qu'on met?
une femme accrochée à une barre de métro avec un coin un peu sombre. Dans le coin sombre, il y a soit des loups, soit un ours, soit un requin. Comment expliquer aux femmes que le seul danger pour elles, c'est le mâle d'Homo sapiens? Alors, à une époque où on veut réharmoniser la relation avec le loup en France, qui est revenu tout seul, que Nicolas Hulot veut remettre 2 femelles d'ours dans le Béarn, et que les requins sont un réel problème pour nous en ce moment sur la crise de la Réunion, c'est pas le meilleur message. Donc je pense aussi que dans la façon de discuter, d'échanger, c'est extrêmement important. Donc c'est ce vers quoi, en fait, pour moi, il faut aller. Le court-termisme politique, vous savez, quand on est un homme politique, qu'on est élu sur 5 km² pour 5 ans, on est incapable de prendre en cause des choses qui, comme disait Hervé, qui intéressent l'ensemble de la planète pour des temps qui sont extrêmement longs. Faire comprendre au monde politique et aux citoyens que le temps de la nature n'est pas du tout le temps de l'homme. Je termine juste sur une anecdote, si tu me le permets, Gilles. J'étais avec le député de Perpignan il n'y a pas longtemps. Il avait remis en s'effiler un morceau de bois fossile. Il me dit, je sais que tu aimes bien ça, toi, Gilles, je vais te le donner. Et il va faire l'effort incroyable de calculer le temps, l'âge de mon morceau de bois fossile. Et il va réfléchir. Puis dire, allez, je vais le bluffer, le scientifique, là, je vais dire une horreur. Ça a au moins 100 ans. Il avait 33 millions d'années. Oui. Pardon? Ah oui, pardon. Non, en fait, moi, je suis pas nécessairement... Enfin, je crois pas dire qu'on a engagé beaucoup de choses, qu'on est face à quelque chose qui a une part d'inévitable, c'est être pessimiste. Je crois que c'est une réalité. On est dans un monde qui change, on est dans un monde qui ne sera pas le même. On ne pourra pas recréer le monde d'autrefois. Je crois qu'à un moment donné, Bruno Latour le dit, c'est quelque chose qui... Le monde de demain sera un monde différent. Et de ce point de vue-là, le mot anthropocène a un sens extrêmement fort, je crois. Et moi, je ne suis pas trop pour débattre, effectivement, de savoir si c'est plutôt en 45 ou plutôt il y a ces étapes-là. Et quand le débat sur l'anthropocène devient un débat de spécialistes pour savoir exactement à quelle date ça commence, ça perd un peu de son intérêt. Mais par contre, l'idée que le monde de demain sera un monde qui n'a pas existé, qu'il va falloir inventer, qui sera différent, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, je crois que ça, c'est une idée qui est vraiment importante. Je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Et je ne crois pas nécessairement à ce qui est devant nous, c'est une catastrophe dans tous les domaines. Il y a des choses qui disparaissent aujourd'hui. Et moi, ça m'inquiète pour le vivant plus que pour tout le reste. Mais je crois qu'il faudra... moi, j'ai des enfants. Je vois que la nouvelle génération, elle a des petits-enfants, même maintenant. La nouvelle génération, elle sait faire des choses. Elle a envie de faire des choses. Il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance sur la capacité à construire un monde différent. Donc, de ce point de vue-là, je suis pas... je crois pas que... Ce serait mal me comprendre que de croire que j'ai insisté sur cette idée d'irréversibilité parce que je crois qu'on est foutu. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Il y a toute une espèce de catastrophisme qui s'approche d'idées un peu apocalyptiques qui reviennent au Moyen-Âge pratiquement, qui moi on est 7 milliards, on va être 9 milliards, c'est le moment où on parle de la disparition de l'homme sur Terre. Il y a quelque chose qui est quand même... contradiction. Il y aura des étapes avant quand même. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Voilà. Après, comment est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois que c'est un problème qui est un petit peu délicat. Bien sûr, le système économique dans lequel on est un des responsables majeurs de ce qui arrive. Et bien sûr, c'est une des choses dont il faudrait se débarrasser. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. On est dans une machine qui est une machine qui s'est là aussi emballée. Alors, moi, il y a un discours que j'aime pas beaucoup parce que je crois, peut-être je suis post 68 âge, qu'on me passe la morale. J'aime pas trop ça. Donc, et puis, je suis pas très discipliné. Si on me fait remarquer que je prends pas tout le temps mon vélo, ça me heurte un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai cette difficulté à adhérer à quelque chose qui est toujours qui me ramènerait à des mauvais comportements.
je crois qu'on est des êtres sociaux, si on arrive à faire des choses, c'est parce qu'on les fait collectivement. Alors moi, une des choses ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'idée de revenir dans ma région où j'ai été élevé, la région bordelaise, et puis faire travailler, c'est effectivement de revenir dans une collectivité qui est un peu moins grande que la collectivité où j'ai travaillé pendant 40 ans, et je travaille toujours, parisienne, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses, beaucoup de débats, et puis on peut prendre la mesure d'un certain nombre de... On a des décisions très, très concrètes à prendre, on a des éléments très, très concrets à mettre en place. Donc moi je crois beaucoup en fait à un regard qui revient sur un côté plus local, plus régional, avec des communautés de gens qui essaient de trouver des solutions à leur échelle. Ce à quoi je ne crois pas, par contre, c'est à l'idée que le faire de manière passivement, comme un retour justement au passé, ça soit possible. Je crois que là aussi, il faut inventer. Là aussi, il faut être en situation de créer des solutions nouvelles. Et je comprends bien qu'il y a une crainte des technologies, et puis des côtés des technologies, il y a une crainte des gens qui n'aiment pas. Je pense que surtout la technologie ne doit pas être une excuse. Elle doit accompagner des mécanismes de rénovation un petit peu de ce qui se passe, de réflexion sur ce qui va se passer. Je crois que si elles ne sont pas là pour accompagner les choses, ça ne fonctionnera pas très bien. Puis on a une autre dimension, on a une dimension du problème qui est, elle, au contraire, est mondiale. C'est une chose qu'on ne réalise pas toujours. Au-dessus de nos têtes, il y a des gaz à effet de serre qui ont augmenté. Il y en a 1,5%, c'est nous. 98,5%, ça vient d'ailleurs. Donc, on doit fonctionner à notre échelle, essayer de trouver des groupes humains où on peut se sentir, mais on peut pas rester isolé quand même. Il y a quelque chose à trouver entre le local, le global, comment on fonctionne, comment on interagit, qui est aussi, je crois, quelque chose qui doit être inventé de manière forte dans les années qui viennent. Voilà, moi je pense que quand on parle changer de comportement, c'est réfléchir un peu à ces échelles. Comment est-ce que quel type de groupe humain on va créer et comment ils vont essayer de créer ce système nouveau dans le futur. Oui. Alors pour continuer dans ce domaine-là, moi je voudrais faire part de mes inquiétudes, de mon questionnement. Parce que quand on parle de tous ces problèmes qui nous tombent sur la tête, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et on voit apparaître maintenant un certain nombre de techniques, de technologies qui sont présentées comme des technologies d'avenir. Et moi j'avoue que ça me fout un peu la trouille. On voit la question de la désalinisation de l'eau. On sait que pour désaliniser, il faut dépenser énormément d'énergie. Donc là, le problème, il semble qu'il soit résolu en prenant l'énergie solaire. Le problème, c'est qu'on voit quelques images après, ou avant, je ne sais plus, on voit tout un pan de montagnes couverts de panneaux solaires, mais il y a également un tas de surfaces horizontales qui sont aussi couvertes de panneaux solaires. Et ça, c'est autant de terres qui ne sont pas disponibles pour l'agriculture et pour d'autres activités humaines. On parle la question des éoliennes. Ok, les éoliennes, on va se passer des centrales nucléaires perdues. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Où est-ce qu'on prend les matières premières pour faire ces éoliennes? Et qu'est-ce qu'on fait des déchets quand elles seront foutues? On va changer les voitures en disant il faut passer à l'électrique, c'est l'avenir, il n'y a pas à tortiller. Or, qu'est-ce qu'on va faire des batteries? Et avec quelle électricité on va recharger ces batteries? Bon, voilà, on a l'impression que tout se mord la queue et qu'on ne sait pas ce qu'il faut choisir. Alors, si vous avez une solution ou des bribes de solutions, c'est le moment de les mettre sur la table parce que moi, j'avoue que j'y vois pas du tout clair. Vous voulez répondre tout de suite ou vous voulez prendre une autre question? Allez-y. Bon, d'accord. T'en as une là-haut? Bon, j'en ai une, moi. Je peux? Ouais.
l'homme est nuisible à la nature, je suis d'accord, mais on manque de puissance quand même. Il suffirait qu'une caldeira se mette en éruption, et on ne parle plus d'anthropocène ni de réchauffement climatique. Et ça peut exister, ça a déjà existé. Alors, c'est une solution. Oui, donc si j'ai le micro, c'est un témoignage, une question. Dans le témoignage, donc je suis agronome, je sais pas, pédologue, je sais pas s'il faut dire hélas ou pas. Et donc moi, je suis un peu inquiet quand je vois l'état des sols et puis globalement de l'environnement. Hein. On a un rapport à la nature. Alors bon, au passage, je remercie Gilles Boeuf pour ses conférences parce que vraiment, il a radicalement changé. Enfin, c'est un regard que j'avais déjà, mais il a contribué à changer mon regard sur beaucoup de choses. Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi un certain Lyotagi, il y a fort longtemps, qui a écrit sur l'environnement des choses extraordinaires qui s'avèrent fondées aujourd'hui. Et bon, bref, donc en agriculture, on a quand même une vision du monde, une relation à la nature qui est quelque chose d'aberrant. Ces sols nus, avec une seule plante, d'une seule variété, dans un écosystème où il n'y a plus de biodiversité du tout, etc., c'est vraiment quelque chose qui est écologiquement absurde. Et tant qu'on aura ce modèle-là, qu'on portera ce modèle-là, on n'est pas prêt de trouver la solution. La chimie est là pour redresser les déséquilibres. Enfin, ça ne redresse rien, mais on pallie à la catastrophe. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'il faut dire, mais on a des récoltes, mais dans le même temps, on accentue les problèmes auxquels on est confronté. Donc, aujourd'hui, la permaculture, ça existe, la culture avec des couverts vivants, ça existe, les sols vivants, ça existe. On a les techniques, on a les solutions, etc. Et vraiment, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience autour des politiques agricoles pour changer radicalement, je dirais, les politiques agricoles, revoir complètement le regard qu'on a dans notre relation à l'agriculture et vraiment mettre en œuvre un changement profond. Enfin, ça, il y a le sol. Voilà. Alors, j'ai en tant que pédologue quand même des angoisses catastrophistes. Ça, c'est pour Monsieur Le Treux, l'éclatrate. Non, l'éclatrate, c'est le réchauffement, la fonte du permafrost, etc. Ça fait partie des choses qui m'interrogent beaucoup. Voilà. Et pour finir, les hirondelles de ma petite enfance, où il y en avait des centaines et des centaines, le dernier couple qui nichait dans l'écurie de mes parents n'est pas revenu cette année, l'année dernière. Donc c'est fini, et je regarde par la fenêtre l'hiver, voir si les oiseaux sont là. Il y en a encore quelques-uns. Le printemps silencieux, vous vous rappelez ? Oui, tout à fait. Bien, alors vous pouvez y aller, je crois, si vous voulez maintenant répondre. Alors, sur la question des énergies, achetez un petit livre qui sort cette semaine chez Quae, qui est écrit par un collègue qui a repris toutes les questions que vous vous posez, il les a posées. Comment on recycle les panneaux solaires, quel est l'avenir du nucléaire, la biomasse. Il n'y a pas de réponse absolue. La chose qui est claire pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'imaginer la même énergie pour tout le monde. Ce qui avait prévalu le nucléaire en France, on avait dit, pourquoi pas, on amène la même énergie au bout de la Corse, à la pointe bretonne. Aujourd'hui, on ne chauffera pas Grenoble comme on chauffe Brest. On ne chauffera pas Quimper comme on chauffe Lille. C'est clair qu'aujourd'hui, on va aller beaucoup plus vers des petits systèmes avec des mix énergétiques, mais qui soient regardés localement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'étude d'Hervé qu'il a faite sur la Nouvelle-Aquitaine. C'était pas encore la Nouvelle-Aquitaine à l'époque, c'était l'Aquitaine. Et j'ai dit à chaque région de France, faites la même chose. Les Bretons s'y sont collés en ce moment-là. C'est une région en plus qui est très identitaire, la Bretagne. On pourrait le faire en Corse ou dans les Hautes-Alpes. Donc je pense que chacun doit reprendre des systèmes de pensée, de bon sens, de développement énergétique qui sont liés à ses propres possibilités. Les différentes altitudes entre les lacs alpins sont excellents pour faire de l'énergie. Il restera des systèmes d'eau. Moi, je crois beaucoup à l'hydrogène à terme, donc ça produit que de l'eau. Vous savez, je terminerai sur la question énergétique en disant une chose. Il faut en fait qu'on fasse mieux qu'aujourd'hui, sans gaspillage, ça c'est très clair. Deuxièmement, avec une parcimonie d'énergie. On gaspille aujourd'hui l'énergie de façon éhontée. Deuxièmement, il faut arriver au bout du compte à ne produire aucun produit toxique que le système Terre ne sait pas utiliser. Dans la nature, vous faites des déchets, il y a un acheteur à chaque fois. On a fait des dizaines de milliers de molécules,
elles n'ont pas d'acheteurs. On parlait des perturbateurs endocriniens à un moment dans le film tout à l'heure. C'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, faire mieux, avec moins d'énergie, sans produire de produits toxiques, créant de l'emploi. Bon, je suis très méfiant et réservé sur certaines questions aujourd'hui touchant effectivement à la robotique. Et enfin, qui aide tout le monde, pas que quelques pourcents de la population humaine. Parce que qu'est-ce qui va se passer à terme si on continue comme aujourd'hui? Eh bien, il va se passer la chose suivante, c'est que vous croyez qu'ils vont se laisser faire les autres? On va créer des conditions sociales de Boko Haram et de Daesh tous les jours si on continue à développer des systèmes d'ultra-technologie qui sont utilisables que par quelques-uns. On me dit récemment, le salaire moyen d'un ingénieur qui bosse dans la Silicon Valley, c'est au moins 1,5 million de dollars par mois. C'est ça le but du système. Donc c'est pour ça que il faut de l'imagination. Moi, je rejoins entièrement Hervé. Il n'y a pas une solution de miracle, mais réfléchir au fait qu'on ne fera pas toute la même chose partout. Et votre question sur les voitures électriques, elle est excellente, bien sûr. Hein, parce que le lithium, quand on parle des terres rares, il est où? Il est en Bolivie, il est au Chili, on va arriver au bout. Donc comment on fait ces batteries? On disait récemment aux Français, achetez des batteries. Et au moment, parce que vous savez qu'on a eu vraiment, c'était le rat de la culotte, là, à la mi-février. Là, on a vraiment failli au système, on arrêtait, tout le système s'arrêtait. Et on avait dit aux gens, bah, achetez des batteries, vous stockez de l'énergie quand effectivement il n'y a pas une grosse demande, et vous pompez sur votre propre réserve d'énergie quand on est rendu au pic d'utilisation en France, si le système étatique n'est plus capable de vous la donner, de la fournir. Il faut voir effectivement, l'action des batteries est essentielle. Sur la question du monsieur, bon, vous savez, on a un volcanisme en ce moment qui est très sympa, hein, qui n'a rien à voir avec un volcanisme passé. Nos volcans sont ridicules aujourd'hui sur la Terre par rapport aux volcans qui ont sévi sur la planète il y a très longtemps. Alors, il est clair que s'ils recommencent à cracher, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Hein. On peut enlever 4 milliards d'humains en 15 jours, c'est possible. Hein. Peut-être que ça résoudra nos problèmes. Et puis aussi, il y a le fameux impact de la météorite, ça s'est produit plusieurs fois. On cite la dernière à 65,5 millions d'années. On dit, bah, écoutez, c'est à peu près la fréquence des très grosses. Donc, c'est des choses qui peuvent... Mais quand même, aujourd'hui, si on exclut la météorite et un gros volcanisme qui repartirait, l'humain est quand même à l'origine de tous les dysfonctionnements qui pourraient amener à ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je ne suis pas catastrophiste du tout non plus. Je suis prof d'université. Je passe mon temps devant des gens de 23 ans. Presque que des filles aujourd'hui. J'enseigne en médecine, à l'agro, à l'école Veto et en écologie à Jussieu. C'est 3/4 de filles. Je ne suis pas là pour les désespérer. Par contre, je rejoins entièrement Hervé et je leur dis tous les jours, vous ne vivrez ni comme votre maman, ni comme votre grand-maman. Pas plus mal, mais différemment. La dernière question, c'était sur l'agriculture, bien évidemment, bien sûr. Sur la question agricole. Juste 2 chiffres. On se fout de tout le monde en France. Hein. Les aides européennes de la PAC pour le productivisme en France, c'est 7,5 milliards d'euros par an. Pour le bio, 160 millions, 40 fois moins. C'est tout. Donc ça veut dire que c'est entièrement à revoir. Vous savez, je discute avec les jeunes paysans. J'étais à Plumeur-Baudou la semaine dernière à faire une conférence et j'avais 2 lycées agricoles. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous connaissez, est-ce qu'on vous apprend à l'école d'agriculture le nom des oiseaux qui vivent dans vos champs? Ils ne savent pas. Quand j'étais un petit garçon, que moi j'étais élevé à la Pointe Bretonne et que, avec mes amis fils de paysans, pas d'exploitants agricoles, de paysans, eh bien, on connaissait tous le nom des oiseaux. On allait dénicher de temps en temps, ça ne faisait pas beaucoup de mal. Hein. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas leurs papillons. Alors, si un paysan ne connaît pas ça, qu'est-ce que connaît un citadin? Donc, vous avez entièrement raison, il y a une vraie réharmonisation. Et aujourd'hui, moi, je cherche désespérément dans les grands centres de recherche agricole. Le CIRAD est meilleur que l'INRA là-dessus, je pèse bien mes mots. Hein, c'est qu'effectivement, revenir à la... De toute façon, il n'y aura pas de développement agricole sans agroécologie, sans principe écologique. Il n'y aura pas de santé durable, en France et ailleurs, sans principe écologique. Je parle bien de la science écologique, pas de l'écologisme politique. Hein. J'ai fait une grosse différence entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai. L'agriculture, pour moi, va être certainement le... Mais c'est au monde paysan de créer le changement, parce qu'on ne va pas le leur imposer comme ça du jour au lendemain. Bon, les pesticides, ils vont être interdits, les néonicotinoïdes. On sait bien, à 2, 3 ou 4 ans, eh ben, on continue à en produire et on cherche des molécules de remplacement. Mais c'est vrai, moi, en chercheur public, est-ce qu'on fait vraiment la recherche en France de possibilités de non-usage de ces produits? C'est une vraie question qu'on pose aussi. Par de la biologie, par de l'agroécologie, vous parlez de permaculture, on ne fait pas tout en bio. Et je termine simplement sur une remarque au niveau agriculture qui est essentielle pour moi. Le problème, il est là. En bioinspiration, on peut faire plein de choses au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour un écologue? On dit que la population, elle a doublé depuis l'époque qu'évoquait tout à l'heure Hervé. Elle a triplé et quadruplé depuis 1945. On était 2,1 milliards en 1945. On est presque 8 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut produire plus puisqu'on est plus nombreux.
mais sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. Sinon, demain, on arrive à un gigantesque agrosystème. Où vont être nos zones humides aussi importantes, on le sait. Quand vous voyez l'autoroute A10 inondée sur les pluies qu'on a eues la dernière fois, parce qu'on a enlevé toutes les mares de la Sologne et cette région-là, où seront les zones de biodiversité, de forêt tropicale? On disait récemment qu'il faudrait laisser la moitié au moins de la planète pour les non-humains. On oublie qu'ils sont là, les non-humains. Ça veut dire, et bien sûr, dans un contexte de changement climatique, dont on ne tient aujourd'hui pas du tout encore, bien sûr, ce que ça pourrait amener. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt Hervé la semaine dernière aux assises du transport aérien. Bon, c'est vrai, il y a de quoi au moins être préoccupé. Donc c'est tout ça, en fait. Mais le monde agricole, vraiment, doit passer par un changement profond, comme la société d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'il faudra le faire parce qu'il faut que le monde agricole retrouve, je dirais, une relation avec les consommateurs bien meilleure que ce qu'on a aujourd'hui, avec une image de marque, un respect du paysan. C'est très important. Ah oui, j'ai vu sur Internet tout à l'heure, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. C'est chez Quae, ça sort cette semaine. Choisir quelle énergie, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, donc je ne vais pas être trop long. Sur l'énergie, moi je crois effectivement qu'il y a quelque chose qui est lié à la complexité, au respect de la complexité. Je crois qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est face à un problème dont il n'y a pas une issue, pour lequel il n'y a pas une issue simple, claire, directe. On va être obligé de faire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime jamais. Ce qu'on aime, c'est négocier entre des solutions dont aucune n'est parfaite, et c'est de trouver le chemin qui est le plus adapté avec ce qu'on appelle maintenant de manière pédante des co-bénéfices, c'est-à-dire trouver localement, on va prendre une énergie qui va être mieux adaptée à une région parce qu'elle rentre en phase avec le fait qu'on a des forêts, parce qu'elle rentre en phase avec le fait qu'on a des avantages qui évitent d'aller transporter les choses très loin. Voilà. Donc je crois que cette espèce d'optimisation des contraintes, le fait que on est sur chaque territoire un peu différent avec et la première séparation, d'ailleurs, ça sera la séparation entre ville et non-ville. Il y aura la moitié des humains dans des villes et la moitié des humains, une petite moitié qui seront en dehors des villes, beaucoup moins, et qui sera en dehors des villes bientôt. On parle de voitures électriques, ça a du sens éventuellement en ville par rapport à des problèmes de santé, ça en a beaucoup moins quand on est loin des villes. Bon, il y a des choses qui sont à adapter un peu partout. C'est pour ça que je pense que le retour à des cercles de réflexion locaux me paraît important. Il me paraît important aussi parce que derrière tout ça, il y a un besoin d'éducation. Et cette éducation ne peut pas être une éducation qui vient d'en haut. C'est-à-dire, je crois que c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est comment faire pour que une partie importante de la population se saisisse de ces problèmes-là, mais qu'elle le fasse en réponse à quoi? Certainement pas à des messages qui viennent justement d'en haut, parce qu'on n'a pas des solutions faciles, on n'a pas des solutions simples. Donc je crois qu'il faut se réapproprier un espace de réflexion local où on trouve des réponses. Moi, je prends un exemple qui m'a frappé. Au sud de Bordeaux, on a construit une centrale solaire. Alors je prends ça parce que deux types d'énergie qui sont vus de manière noble. Une centrale solaire sur un territoire où il y avait la forêt des Landes qui a été décapitée par la tempête. Et quand on interroge les gens, est-ce que ça vous paraît bien, est-ce que ça vous paraît mal? Vraiment, des gens tous motivés par ces problèmes-là, on n'a jamais de réponse concordante. Donc, ça prouve que ce niveau de réflexion sur ce qu'il faut faire sur un territoire donné, comment on l'utilise, comment on en tire profit des opportunités qui sont là, c'est pas un travail qui est fait jusqu'au bout. Je crois qu'on doit faire ça. Et c'est une manière aussi d'appréhender les choses, de faire c'est une sorte d'école, je dirais, une école de ces problèmes-là, que de se poser les problèmes Donc moi je crois beaucoup à ça, à l'idée d'un retour à des dimensions locales, comme une forme d'école par rapport à des problèmes qui sont très compliqués en fait, et dont on doit affronter la complexité, absolument. Et on le fera mieux quand on est dans un problème qui est posé de manière concrète, près de chez soi,
Alors, il ne faut pas oublier le reste du monde. Et moi, par rapport à l'énergie, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, moi, je vois les débats sur l'énergie en France. C'est des débats où on est français, on parle de notre mix énergétique à nous, Français. La France reste une nation qui a une capacité de se projeter, d'exporter. Bon, on doit penser aussi à ce qu'on peut faire ailleurs. Je crois que c'est une nécessité quand on évoque ces problèmes-là, de ne pas le faire seulement par rapport au territoire national, mais aussi en pensant qu'il y a un ailleurs. Donc je crois que, et encore une fois, c'est toujours cette ambiguïté-là. Je crois qu'on doit essayer de travailler à une échelle locale et penser à l'ailleurs. Voilà. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était, je me limiterai à ça, c'est sur le catastrophisme. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas catastrophiste, je voulais essayer de... Bon, on simplifie les choses. Il y a quand même une catastrophe qu'on est capable de mettre en route, c'est l'hiver nucléaire. On a des armes. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on n'utilise pas les armes dont on dispose. Est-ce qu'on sera, par rapport à cette arme nucléaire que l'on a, on sera capable... Je me rappelle qu'à une époque, dans nos laboratoires, on parlait beaucoup de l'hiver nucléaire. Et c'était dans les années, au début 80, oui, dans les années 80. Et il y avait les missiles de chaque côté du... Non, c'était en Europe, hein, la partie est et la partie ouest de l'Europe. Et comme on commençait à avoir une certaine tension, alors dans nos laboratoires, on a commencé à étudier ça. Donc on a trouvé que c'était dangereux pour tout le monde. On était contents. Et puis après, il y a des petits malins qui ont dit « Ah ben non, j'ai fait des études, on peut parler peut-être d'automne nucléaire, parce que si on envoie les missiles dans tel... » Alors ça a arrêté toutes les recherches sur ces problèmes-là. Du coup, on n'en parle plus, parce qu'on en reste à cette idée que c'est très dangereux. Mais il n'y a plus de recherche, vraiment. Je ne connais plus de recherche là-dessus. Mais le danger existe encore. Donc on a quand même ces dangers-là. Alors, pour le méthane... c'est très discuté pour l'éclairage qui a posé la question. Si le méthane, quand il sort de terre, devient rapidement du CO2, c'est un peu moins dangereux que ce qu'on pensait. Mais bon, voilà. Il y a des tas de points d'interrogation qu'on a autour de nous. Bon, ouais, je suis que voilà, il faut vivre avec quand même. Il faut vivre avec. Vas-y. Oui, moi je voudrais revenir sur quelque chose sur une chose à laquelle vous avez fait allusion il y a un moment, c'est-à-dire sur le problème du profit. C'est-à-dire, je me dis un peu que tant qu'on est dans une économie, ou tant qu'on met l'humain, d'ailleurs on parle de ressources humaines, au service de l'économie et pas le contraire, j'ai eu la naïveté de croire pendant très longtemps que ça devrait être le contraire, mais apparemment ça ne l'est pas. Je crois qu'il y a un problème majeur de ce côté-là. Je veux dire, il y a autre chose aussi, je vais être bref. Dans le film, à un moment donné, on voyait les tenants des nouvelles technologies, d'autres qui sont apparemment plus sceptiques. Mais là aussi, la technologie, c'est neutre. Je veux dire, tout dépend au service de quoi elle est mise. Voilà, enfin, vous voyez quel est le but de ma question, je suppose, donc je ne vais pas plus loin. Oui, bonsoir. Lionel Frel, conseiller régional de l'écologie politique. Et... il en faut parce que ça permet, par exemple, à ce que vous puissiez intervenir devant les conseillers régionaux, devant le COPTEX, je crois, ou présenter le rapport à Climatera. Et c'est vrai que après ce travail que vous faites est évoqué entre nous, on sent que petit à petit, c'est un discours qui porte, qui touche, y compris des politiques qui sont très éloignées de ce que nous, on peut porter par ailleurs. Et puis il y a des petites choses qui avancent. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'organigramme des conseillers régionaux, vous avez Stéphane Trifiletti, qui fait partie aussi de ma formation politique, qui est délégué à l'éducation, à la nature, à l'environnement et au développement solidaire. Et il a tenu, mordicus, à ce que ce terme nature soit rajouté. Parce que c'est bien ça qui est l'essentiel et qui fait qu'on est tous ici, sur cette terre, aujourd'hui, avec des tas d'autres organismes vivants qui n'appartiennent pas à notre espèce. Mais au final, c'est bien la seule espèce qui est en capacité d'agir pour anticiper ce changement vers lequel on va, c'est bien la nôtre.
sais pas si Oui, non. on ajoute encore une question. Encore, oui, il répond. Mais c'est compliqué, en plus c'est des questions à étage, donc ça fait beaucoup. Alors, tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, juste rebondir avec mon collègue, je n'ai pas dit que j'étais contre l'écologie politique, j'ai dit que c'est très différent. Moi, je suis un écologue scientifique, c'est mon boulot, je suis un professionnel de l'écologie scientifique. Et d'ailleurs, je suis responsable du fait qu'à un moment, le ministère avait perdu ce terme d'écologie. Quand Ségolène Royal décide, donc c'était en février 2016, quand à l'époque, elle était intéressée de prendre des affaires étrangères, puis ça ne s'est pas fait. Elle me dit, Gilles, on relance un nouveau ministère, là, est-ce que je mets écologie? Je dis non, pour deux raisons. D'abord, c'est une science, l'écologie. Je ne parle pas d'écologie, je parle que c'est une science. Alors pourquoi il n'y a pas de ministère des mathématiques? Pourquoi il y aurait un ministère de l'écologie? Il y a la première raison. Et seconde question, justement, ça revient à ce qu'on disait à l'instant, c'est que pour l'image des Français, ici, écologie égale écologiste politique. Et je trouvais qu'on n'était pas le ministère des écolos, c'est tout. Bien sûr, on n'a rien contre, heureusement. Moi, je suis écolo le dimanche matin quand je vais râler contre les chasseurs qui me flinguent mes oiseaux en Pyrénées-Orientales, c'est évident. Donc, c'est tout, mais il faut faire une différence. D'ailleurs, sans être méchant avec vous, on me disait récemment, c'est une bonne question, l'AFP me disait, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, on le sait tous, vous le dites très bien, il y a un sentiment écologique qui monte chez les Français, on en a marre de bouffer des saletés, on a marre de se faire empoisonner, de se faire bourrer le crâne, et les mouvements politiques français n'ont jamais fait aussi peu de buzz. Et j'avais dit, bah écoutez, quand les écologistes politiques auront des écologues avec eux, ça marchera un petit peu mieux, vous voyez. Donc il faut réharmoniser le système. Hein. Mais là-dessus, j'ai plein de collègues, avec mon collègue Dantec à Nantes, et puis aussi mon collègue de Lorient, on discute beaucoup, évidemment, avec Labbé, avec Joël Labbé. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais quand même, je pense que souvent, dans les débats qu'on se pose, ils sont ni de droite ni de gauche, ils sont du bon sens bien souvent. Donc s'il y a un mouvement politique le rappelle en permanence, tant mieux, hein. Sur monsieur, évidemment, vous avez raison. C'est quel usage on fait de tout ça, en fait. Moi, je suis un disciple d'Edgar Morin. Alors, quand on parle de complexe, c'est l'homme de la pensée complexe. Edgar Morin, il est né en 1921. Alors maintenant, c'est vrai qu'il dort beaucoup, un vieux monsieur. Mais quand il arrive à venir faire une conférence, on l'a vu de temps en temps, et quand il vient, alors on va le réveiller, il fait sa conf, tout le monde pleure, il va se recoucher. Et il dort, mais c'est génial, relisez ce qu'il a écrit en 2017, hein. Il a fait un entretien avec Denis Lafay, il a écrit un petit bouquin aussi en 2016, c'est comment réécologiser les humains. Alors, dans le sens écologie, vraiment comme on l'entend, tout est là. Et moi, je voudrais bien avoir aussi le sentiment d'Hervé sur la géo-ingénierie, dont on nous propose des miracles. Moi qui suis dans l'océan, on veut me coller du fer dans l'océan austral. Est-ce que c'est jouable, faisable? Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, le jour où le fer va être un facteur limitant, ça va être le phosphore ou autre chose, de toute façon. Qu'est-ce qui se passerait si on commençait à réagir avec des particules dans l'atmosphère? Donc ça, c'est des vraies questions qui sont importantes. Le CO2, il va rester là, de toute façon. Ça veut dire que, enfin, je sais pas, je voudrais avoir bien l'avis d'Hervé là-dessus. Donc, c'est quel usage on fait de la technologie? Ça, c'est très clair. Et je terminerai par, aujourd'hui, ce qu'on appelle IA, qui est stupide. C'est vraiment de l'avoir appelé comme ça, c'est une connerie. C'est les humains qui l'ont appelé comme ça. C'était au départ informatique augmentée. C'est devenu après intelligence artificielle. Et il y avait un très beau papier dans The Conversation, qui est notre revue que nous, scientifiques, on utilise régulièrement pour combattre les fake news, puisque la Terre est plate, vous avez des gens qui le prétendent aujourd'hui. Hein, la Terre est plate, Flat Earth, allez sur Internet, vous verrez, ça existe pour eux. Hein. Il était beau l'article, c'était en fait IA ou CH. IA ou connerie humaine. Et je pense que... Lisez-le, parce que c'est truculent, c'est écrit par un sociologue de Grenoble ou de Lyon qui l'a écrit. Je le laisse, je pourrais vous le donner tout à l'heure, je l'ai en PDF, là, si vous voulez, dans The Conversation. Ça relance tout le débat. Je pense que des gens peuvent avoir raisonnablement peur de certaines technologies, pourquoi pas? On relance le débat aujourd'hui sur les compteurs, on relance le débat sur les micro-ondes, on lance le débat, effectivement, sur les questions du micro, tout ce qu'on veut, hein, les microfibres, les nanotechnologies. Bon, avec justice et justesse, on se pose la question des perturbateurs endocriniens. À quoi ça nous a amené? À un moment aussi, il dit quelque chose qui me choque, moi, en écologue, c'est on veut parfaire la nature. D'abord, la nature, je vais le dire clairement, elle n'est pas parfaite, la nature. Et heureusement, c'est ça l'évolution. Hein. On n'est pas parfait, c'est comme ça. Juste un exemple tout bête, le hockey. Pourquoi avez-vous de temps en temps le hockey? Parce que vous regardez le circuit, s'il y a un médecin dans la salle anatomique, du nerf qui innerve le diaphragme, c'est un truc de fou, on n'aurait jamais inventé ça. Aucun dieu n'irait inventer ça. Il passe par derrière, il revient, il redescend, il remonte, parce qu'il vient des poissons. Moi, à l'époque, c'était un truc qui, effectivement, était une petite ligne comme ça. Et il se coince quelquefois le nôtre. Et on a le hockey. On n'est pas parfait. Et donc, ça veut dire qu'on est sur un système qui est, par contre, j'aime pas le mot
d'équilibre qu'on utilise souvent, ou alors il est tellement fugace l'équilibre qu'on ne le voit pas. J'aime bien le mot d'harmonie. Un lion qui tue une gazelle, c'est harmonieux. Une orque qui bouffe un bébé baleine, c'est harmonieux. C'est sauvage, c'est dur, mais c'est harmonieux. Il y aura toujours plus de lions que de gazelles, le système marche. Et dès que les humains se collent là-dedans, ça ne va plus. Notre copain Robert Barbeau qui disait, il appelait l'humain un éléphant dans un jeu de quilles, hein, c'est ça en fait. Donc bien sûr, vous avez tout à fait raison. Pourquoi pas la technologie, la recherche, après quel usage on en fait? Et en biologie, je termine là-dessus, on se pose quand même des questions maintenant sur des choses qu'on pourrait faire, qu'on sait faire chez l'animal. C'est banal aujourd'hui, par exemple, de prendre une vache merdique, excusez le terme, qui, sur les critères de la productivité agricole, vaut rien du tout, et de faire porter un veau qui est hyper performant. Bon, si on se mettait à faire ça chez les humains, anecdote que me racontait Friedman il y a quelque temps, il me disait une jeune femme, 33 ans, qui vient le voir et qui lui dit « Docteur, voilà, 33 ans, c'est l'âge idéal pour faire un bébé, c'est vrai, oui. Après, ça, on peut commencer déjà à avoir quelques petits soucis, mais c'est bien, 33 ans, c'est bien. Et je veux un bébé, mais j'ai pas le temps de m'en occuper parce que je vais vivre comme un mec, je vais avoir un haut salaire, je veux pas prendre de congé de maternité, donc je fais mon bébé maintenant, le père je m'en fous, mais je veux un bébé, et puis vous me le congelez, et dans 10 ans vous me le réimplantez pour que je puisse l'élever. Techniquement c'est faisable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors après les psychanalystes vont être ravis parce que le mec qui va venir le voir, vous savez docteur, j'ai passé 10 ans dans l'azote liquide, moi, quand j'étais embryon, ça va nous amener à des choses un petit peu compliquées. Oui, donc je vais revenir à des choses moins, moins drôles. Oui, par rapport à la question qui était posée sur je vais répondre à deux choses, le profit et puis la technologie. Donc, par rapport au profit, c'est évident qu'en fait, il y a derrière tout ça un problème de profit. Et qu'on s'en sortira certainement très difficilement. Quand dans nos communautés, il y a quand même des gens qui travaillent sur des catastrophes possibles. Et ces catastrophes possibles, elles viennent toujours dans les petits modèles qu'ont inventé certains de nos collègues d'une espèce d'inflation de ce profit. Alors, les riches deviennent de plus en plus riches aux dépens des pauvres, mais quand il n'y a plus de pauvres, ben les riches meurent à leur tour. Alors il y a des modèles qui ont été conçus, des modèles mathématiques, où on arrive à démontrer ça comme un théorème pratiquement. Et bien sûr, là, le monde est heureusement peut-être un peu plus réactif. On peut espérer qu'on n'arrivera pas à cette extrémité-là, qu'on n'ira pas jusqu'au bout de cette démarche-là. Mais oui, l'énorme difficulté quand même à laquelle on est confronté, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celui du temps qui passe. C'est-à-dire que effectivement, le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, on le met aujourd'hui, et il faut essayer de s'en débarrasser aujourd'hui. Et on ne peut pas attendre. Alors, moi, la seule chose qui, quelquefois, m'a un petit peu irrité dans le film, parce que ça m'irrite dans la vie en général, c'est quand on oppose les choses les unes aux autres. On a passé leur temps à nous opposer. Alors nous, on était les réchauffistes qui s'intéressent qu'au CO2, et puis il y a les bons qui s'intéressaient au soleil. En fait, dans le même laboratoire, les mêmes gens qui travaillent sur le soleil, le CO2. Nous, on cherche à opposer tout le temps. Moi, j'ai vu ça, un journaliste qui est venu une fois dans notre laboratoire, trouver un collègue qui exactement, Robert Candel, les mêmes idées que moi sur les choses. Elle a réussi à faire, monter un truc avec un pour, un contre. Il y avait choisi un méchant, choisi un bon, et elle a monté son petit bout de film pour ça. Donc, cette idée qu'on oppose les solutions, je crois qu'on aura besoin à la fois d'avoir des combats qui soient des combats sociaux, des combats qui soient politiques, des combats qui soient effectivement contre ce monde d'hyper-profit qui est un monde qui dégrade les choses, et puis ne pas oublier le présent, ne pas oublier le fait qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, moi je vois aujourd'hui une forme de risque par rapport aux technologies qui est justement issue de ce problème-là. On entend partout, il ne faut pas dépasser 2 degrés, il y a un seuil où ça va devenir catastrophique, il y a un seuil où on va avoir des très gros problèmes, et ce seuil-là, on va y arriver, parce que c'est aussi simple que quand je remplis un verre d'eau, si j'arrête pas de le remplir, ben, il va déborder. Enfin, il y a des choses qui sont très simples, ça ne veut pas dire nécessairement que tout va s'effondrer quand on dépasse 2 degrés, donc il faut savoir ce à quoi on tient. Quelles sont les valeurs auxquelles on tient? Au nom de quelles valeurs on laisse ou on ne laisse pas le monde se réchauffer à certains points? Et l'usage
des technologies va être un point clivant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle géo-ingénierie, c'est des technologies. Alors, il se trouve que le premier à en avoir parlé, de la plus redoutable d'entre elles, c'est justement Paul Crutzen, qui a fait un petit papier avec vraiment un papier d'ingénieur en essayant de calculer. Alors, son idée, c'était de mettre des particules de nitrate dans la haute atmosphère, nitrate sulfate plutôt d'ailleurs, enfin peu importe, dans la haute atmosphère et calculer le nombre de ballons. C'est des particules qui réfléchissent le rayonnement solaire et si elles sont assez haut, elles peuvent rester plusieurs années. Si elles restent en basse couche de l'atmosphère, elles retombent tout de suite, mais si elles sont à la stratosphère, elles restent plusieurs années. Et c'est des choses qui, pendant des années, c'était, je dirais, la seule science qui ne se faisait pas dans des laboratoires, mais dans des bistrots. C'est-à-dire, on en parle, on en discute, ça prend une réalité, ça vient sur Internet, on en discute sur Internet. Enfin, c'est les sciences du monde moderne, ça. C'est les sciences qui remplacent petit à petit les sciences qu'on fait au CNRS, les publications et tout ça. Donc, c'est plus direct. Alors, dans nos laboratoires, j'ai des camarades qui sont des collègues là, qui se sont dit quand même si ça se fait dans les bistrots, il faut que ça se fasse chez nous. Donc on a repris ces problèmes de géo-ingénierie, on a essayé de les étudier, et on se rend compte qu'il faut faire cette étude, parce que moi, pendant quelques années, j'ai dit des bêtises aux mes étudiants. On a dit, vous savez, ça va faire des pluies acides, il ne faut pas faire ça, parce que de toute façon, on n'aura jamais assez de soufre. Alors, 2 arguments qui ont été démontrés comme étant faux. On a assez de soufre, et ça ne fera pas nécessairement des pluies acides. Par contre, c'est un système qui, une fois qu'on commence, on ne doit jamais arrêter. On ne peut jamais arrêter. Parce que si on arrête, ça remonte à la température qu'on aurait eue si on n'avait rien fait. D'un coup. Voilà. Donc, on est. Et puis, c'est aussi quelque chose qui ajoute une deuxième perturbation au système climatique. C'est-à-dire, on a la perturbation du CO2, plus la perturbation Et c'est pas évident que ça se compense. En termes de température globale, peut-être, mais en termes de fonctionnement sur une région donnée, de pluie sur une région donnée, c'est 2 perturbations. Donc c'est très dangereux. Mais c'est faisable. Et donc il y a vraiment un risque aujourd'hui que quand on atteindra les fameux 2 degrés, et on va les atteindre, il y a des gens qui disent, écoutez, regardez, on y est maintenant. On n'est pas des femmelettes, on y va. Hein, ce discours des gens qui disent toujours il faut y aller, hein, on ne fait pas de domaine sans casser des œufs, il faut. Ce discours, on risque de l'entendre à propos de la géo-ingénierie dangereuse. Et donc là, il faudra être préparé. À quoi on tient vraiment ? Moi, je pense que les notions auxquelles on tient dans le futur, c'est des notions, par exemple, de démocratie. Moi, j'ai été frappé d'une expérience un tout petit peu traumatique. J'étais invité il y a 2-3 ans, je crois, à peu près, dans quelque chose qui s'appelait le tribunal du futur. Enfin, c'est des gens qui organisent ça, des gens très sympathiques. Ils avaient invité 2 témoins, c'était Delphine Bateau et moi. Voilà. Et le débat s'intitulait « Nous faut-il une bonne dictature verte ?» Alors, moi, j'ai une certaine sensibilité à ça. Mon épouse est argentine, elle est venue d'Argentine en 76. Ceux qui ont connu cette époque savent ce que ça voulait dire, venir d'Argentine en 76. Elle est... bon, on sait ce que c'est, là, une dictature. Et puis j'étais à Amnesty International pendant beaucoup d'années. J'y suis d'ailleurs toujours, mais je suis plus très actif. Mais c'est... Bon, une dictature, c'est... ils ont fini par débattre, par reprendre tous nos arguments, ceux que moi je donne. Et c'est ça qui m'a le plus traumatisé, ce que j'ai dit, pour dire que oui, il fallait vraiment une dictature verte. Et donc, c'est là qu'on se dit quand même qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et à la manière dont on propage nos discours. Parce que c'est quand même un peu traumatisant, parce que finalement, pourquoi on s'inquiète ? On s'inquiète pour nous, pas pour la planète. Donc si la manière d'éviter des conflits, c'est de supprimer la démocratie, voilà, on n'en comprend plus très bien. Donc il y a ce danger-là qu'il faudra vraiment surveiller. C'est-à-dire qu'à se mettre derrière le changement climatique, des sortes d'impératifs, on a le droit, on doit absolument pas dépasser tel seuil, parce que sinon c'est la catastrophe absolue. Il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. Donc, à quel prix on veut payer pour ça. Donc ça, c'est un point. Maintenant, l'autre problème qui moi, m'ennuie, c'est que derrière cette géo-ingénierie très dangereuse, on a habillé du même nom des solutions qui, à moi, me paraissent, peut-être naïvement, mais raisonnables. Aller
capter une part de CO2 dans l'atmosphère c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est de la photosynthèse. Il y a des Chinois d'ailleurs qui réfléchissent à une photosynthèse sans passer par le vivant, qui permettrait, avec l'ultraviolet, avec l'eau, avec le carbone, de faire faire un peu l'équivalent, et puis d'aller chercher du CO2, hein, et puis ensuite de l'utiliser comme un carburant, d'être capable de le stocker dans des... C'est vrai que ça inquiète beaucoup les gens de mettre du CO2 dans le sous-sol. Le CO2 dans le sous-sol, il est moins dangereux que dans l'atmosphère. Et puis en fait, on fait aujourd'hui, le gaz naturel que vous brûlez en hiver, il est stocké dans le sous-sol, généralement depuis le printemps. On ne sait pas faire autrement. On va le chercher en Russie, on va le chercher en Algérie, on le stocke dans le sous-sol. Le gaz naturel, c'est du méthane, explosif. CO2, c'est pas explosif, mais ça inquiète. Donc le résultat, c'est qu'on ne fait rien pour aller chercher de CO2 dans l'atmosphère. Et je trouve que c'est en tout cas schizophrène, parce que il y a d'un côté des rapports qui nous disent mais si on va arriver parce qu'on a ces technologies de type stockage du carbone, on va les développer. Puis, aujourd'hui, on ne les développe pas. D'une part, les industriels trouvent ça très très cher. Il y a beaucoup de militants qui trouvent ça, comprennent pas, c'est pas bien, on le fait pas. Donc il faut prendre acte du fait qu'on ne le fait pas. Je pense que c'est dommage. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. C'est ce qu'on disait, une technologie, ça dépend ce que c'est, ça dépend comment ça s'utilise, dans quel contexte ça s'utilise. Voilà. Mais c'est un débat sérieux, le débat sur ces technologies. C'est un débat sérieux. Je pense que je vais dire des choses qui ont déjà été dites, alors je vous prie de m'excuser. Je reviens sur un épisode qui m'a un peu surprise, pas choquée, mais surprise quand même. Lorsqu'on a parlé de l'augmentation démographique, on a visé aussitôt l'Inde et la Chine, qui se sont développées de manière, mais alors scandaleuse. Bon, il est vrai, en Inde, avec un certain laxisme au niveau des politiques natalistes, mais en Chine, avec quand même une volonté radicale de limiter cette augmentation démographique. D'une manière générale, on vise parmi les pays responsables de cet emballement de la machine industrielle et de la machine climatique, les pays émergents. Voilà. Donc ça m'a paru un moyen de se disculper, nous, Européens, entre autres, et bien sûr Amérique du Nord, de nos responsabilités qui, elles, ont au moins 2 siècles. Voilà. Et en même temps, on continue à contribuer à toutes ces activités nocives que nous avons un petit peu examinées. Alors, je me rappelle, moi, dans les dates qui ont été citées, donc moi je me rappelle du Club de Rome 72, qui a donc alerté l'ensemble des décideurs. Je parle décideurs au sens global du terme, c'est-à-dire politique, économique, etc., sur la nécessité de ralentir la machine et qui ont lancé une formule qui me paraît simple, « Small is beautiful ». Donc, on part dans la sobriété, nos quantités d'énergie sur l'espace de notre planète est limitée. Nous avons reçu cette quantité et elle est actuellement gaspillée de manière scandaleuse, sans justificatif pour la plupart du temps, alors qu'on sait que ces quantités sont limitées. Donc c'était une alerte. La conséquence a été le premier choc pétrolier, suivi des autres, mais c'était uniquement un moyen donc pour les majors, n'est-ce pas, les grandes compagnies pétrolières, de s'introduire encore plus dans les pays du Moyen-Orient, et je passe ensuite sur les détails. Donc ça, c'est un problème de fond. Deuxième problème, donc nous sommes dans une économie d'hyperconsommation. C'est pas uniquement le fait qu'on soit très nombreux, c'est le fait qu'il y a une volonté de développer des consommations en grande partie inutiles, pas pour tout le monde, mais une grande partie inutile, avec ce qui a été dit, on demande toujours plus. Donc comme on n'a pas assez sur place, on va se ravitailler dans l'espace avec des projets complètement hallucinants, peu vraisemblables, mais bon, ça alimente quand même les rêves de certains qui pensent qu'on va trouver des solutions de cette manière.
Donc, d'un côté, il y a la pensée de Hayek, la société du Mont Pèlerin, donc des économistes à tout crin, des hyper productivistes et hyper profits, et de l'autre, donc les gens qui essaient de se raisonner, d'être plus sobres et de voir les choses en face, avec effectivement, là je suis entièrement sur la même position, que les technologies ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Hein. C'est la façon dont on les utilise. Ah, je vous prie de m'excuser. La façon dont on les utilise et surtout la façon dont on les conçoit. Parce que constamment, nous autres êtres humains, nous, effectivement, nous produisons des moyens de fabriquer, d'inventer, bon, des moyens plus ou moins heureux. Certains sont effectivement peut-être à éliminer, d'autres au contraire sont souhaitables. Et on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait de faire des technologies, quelles qu'elles soient. Voilà. Je ne vais pas continuer. Juste sur la démographie, on a fait un papier avec le Braz dans Le Monde en décembre dernier. Parce que moi, ça m'avait irrité de voir aujourd'hui certains mouvements écologistes dire c'est la faute des Africains si on est dans le caca. C'est un peu trop simple, en fait. Bon, d'abord, la démographie, il faut voir ce qui est vrai. Le seul pays qui a légiféré, c'est la Chine. Et ils ont permis comme ça, ils ont évité la naissance de 1,5 milliard de bébés. C'est-à-dire que sans les Chinois, nous serions aujourd'hui 8,3. Deuxième chose, le troisième pays qui sera le plus peuplé au monde prochainement, c'est le Nigeria. Donc c'est vrai que c'est pas l'Inde aujourd'hui. L'Inde va être le premier pays au monde qui va dépasser la Chine. Mais je regardais la moyenne d'enfants en Inde, c'est que 2,4 en ce moment. C'est pas si énorme que ça. C'est encore 8 au Nigeria. Donc c'est vrai que c'est trop difficile, c'est trop facile de reprocher aux Africains entre le tropique nord et sud. C'est de leur faute si ça va mal. Ça, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Dans notre papier, on avait dit avec le Braz, 10 milliards et alors ? La vraie question, par contre, c'est qu'on sera 10 milliards. C'est comment on nourrit tout ce petit monde. C'est ça la vraie question. Comment on détruit les inégalités. Et c'est là qu'Edgar Morin, je reviens à mon maître, qui dit souvent, il nous faut construire une conscience, on est d'accord, puisque nous sommes une espèce consciente, humanitaire, on s'intéresse d'abord à nous, mais planétaire. Et c'est là que je suis entièrement d'accord aussi avec Hervé. Moi, je travaille sur la biodiversité. Elle est d'abord locale, ma biodiversité. C'est les papillons de mon jardin, les poissons de ma mare. Mais je préside une forêt dans les Pyrénées que je vais perdre, non pas parce qu'on a coupé un arbre, on n'a pas coupé un depuis 120 ans, à cause des 15 000 camions poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus et qui amènent de l'ozone sur ma forêt, à cause du système global que Hervé évoquait tout à l'heure. Donc c'est compliqué. Mais de crier haro sur un système, et pour revenir au système politique, on m'a posé la question un jour, parce que moi je suis un peu comme Hervé, est-ce qu'une démocratie peut résoudre ces questions-là ? Je dis, écoutez, si vous n'êtes pas obsédé par votre réélection, on devrait pouvoir faire quelque chose. Oui, je voudrais... une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Je veux revenir à ce qu'a dit Bruno Latour. Il a fait l'analogie entre la découverte des nouveaux mondes, des nouveaux mondes, on pourrait dire d'ailleurs plutôt que du nouveau monde, et ce nouveau monde qui apparaît ou qui se crée avec l'Anthropocène. Et il me semble qu'au XVIIe siècle, il a fallu inventer et construire un langage, ou trouver un langage nouveau pour aborder cet ancien monde qui découvrait le nouveau monde. Et ce soir, j'ai entendu beaucoup de choses. Ça ressemble d'ailleurs à ce qu'a dit Latour après le succès du jugement aux Pays-Bas, quand le journaliste lui dit comment on peut sensibiliser, c'est un peu les questions qui sont revenues. Et Latour répond il faut trouver des outils, hein, comme il faisait il reprenait l'image de l'incendie et de l'alarme. Et à entendre ce que vous avez dit, la première chose que vous avez prononcée, c'était il faut tuer l'économie. On a parlé cette économie-là, oui, bien sûr, oui, non, mais cette économie-là, le profil, capitalisme, d'accord, très bien. On a entendu démocratie, droit, etc., État, mais est-ce qu'on peut pas, trouver, moi ça me parle, pas beaucoup finalement. Est-ce que vous avez réfléchi à un nouveau langage ? Je me souviens de l'historienne qui disait Humboldt disait que Goethe, le poème de Goethe était aussi valable que la science. Est-ce que vous travaillez, vous avez expérimenté une nouvelle forme de langage pour traduire ou comprendre ce nouveau monde qui ne soit pas un langage, j'allais dire, purement scientifique, je sais pas, un langage artistique. Alors, du coup, je ne sais pas si ça en fait partie, ce que vous avez fait, l'expérimentation là, sur le débat sur la démocratie. Est-ce que vous avez réfléchi à une nouvelle forme d'analyser, de comprendre ce monde-là
plutôt que d'asséner, excusez-moi, enfin asséner, en tout cas répéter ces choses sans arrêt de oui, certes, il faut lutter contre le capitalisme, mais on voit mal comment, enfin c'est quand même assez compliqué aujourd'hui. On peut dire il faut tuer le profit, enfin s'opposer au profit ou tuer le capitalisme, ok. Bon d'accord, bon, je reviens, je termine plutôt ma question. Est-ce que vous avez travaillé sur une nouvelle forme de langage qui pourrait faire appel à l'art, par exemple? Merci. L'art. Oui, je crois que c'est une des choses qu'on vit aujourd'hui et qui en fait est passionnante. Et encore une fois, s'il n'y avait pas ce petit tic-tac des choses qui vont un peu trop vite, je trouve qu'on est dans une époque qui, à bien des égards, est une époque fantastique où il y a énormément d'idées, énormément de bouillonnement, énormément. Et puis à côté de ça, il y a tout ce qu'on est en train de détruire de manière trop rapide. Alors le langage, il ne se crée pas un langage, il se crée des langages, mais je crois que jamais aujourd'hui jamais autant qu'aujourd'hui on a développé des passerelles entre disciplines. Moi je sais qu'être devant des étudiants, j'étais un chercheur CNRS pendant beaucoup d'années, faisant devant un ordinateur, et puis petit à petit j'ai pris le goût à l'enseignement, je suis devenu professeur en Polytechnique, et d'être devant des étudiants, ça oblige à trouver un langage. Il y a un moment où on voit qu'il y a des choses qu'on leur raconte et qui les ennuient, qu'on leur assène, comme vous dites, et qui les ennuient, donc, et qui nous ennuient nous-mêmes. Et puis on ne se sent pas très fier de ce qu'on véhicule comme idée. Donc tout ça existe. Trouver un langage, j'espère qu'on ne trouvera pas un langage, mais des langages. C'est la seule chose que je voulais dire. C'est que je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai habité pendant des années à Paris, j'ai appris ce que c'était que le jacobinisme. À Bordeaux, on ne m'avait jamais vraiment appris. Moi je pense qu'on doit vraiment effectivement trouver des langages divers et essayer d'exprimer toutes ces idées-là. Je pense effectivement aussi qu'on est dans une société, alors ça c'est un des problèmes qu'on a, où les mots s'usent très très vite. On parle de changement climatique, on a parlé de changement climatique. C'est un mot qui s'est usé à toute allure. C'est-à-dire qu'on l'utilise aujourd'hui, même quelquefois on faisait le problème climat-énergie, là, en un seul mot, attaché. Puis ça se répète, on ne sait pas trop quel contenu on y met, quelle idée on y met, quelle pratique on y met. Donc on est toujours obligé de réinventer les mots pour leur donner un contenu qui soit perceptible comme autre chose que la répétition sempiternelle des mêmes alertes, des mêmes. Mais voilà, moi je pense que de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup inventé ces dernières années. Simplement, c'est comment est-ce que ça devient effectif? Alors c'est autre chose. Sur le profit, je n'ai pas dit que j'étais contre le profit, j'ai dit que j'étais contre le profit fait sur la destruction du système et sa surexploitation. On peut très bien faire du profit et créer des emplois, c'est quand même super important, sans détruire la nature et sans la surexploiter. Les gens savent très bien faire ça. Donc il faut rémunérer ces gens-là plus que les autres, et les autres, soit on l'interdit, soit on surtaxe, c'est tout. Il n'y a pas 50 systèmes. Sur l'histoire de art et sciences, oui, on est dedans depuis pas mal de temps. Hier, j'étais à Brest, par exemple, on avait l'Assemblée générale du pôle de compétitivité bretonne du pôle mer. Il y a 2 pôles océan en France, hein. Il y a Marseille et il y a Brest, et on avait des artistes avec nous. Il y avait Yann Kersalé, qui est ce breton, parce qu'on était en Bretagne, qui illumine des bâtiments de façon pérenne, ou qui fait... Là, par exemple, il venait faire un festival fantastique, il éclairait la baie d'Audierne. Il y avait 40 000 personnes qui sont venues au bord de la plage pour voir ça. Il a repris un vieux bunker allemand, la Seconde Guerre mondiale, il s'est installé, et il a illuminé avec des couleurs somptueuses, à partir d'algues marines, à partir de laminaires d'ailleurs, tout le fond de la baie d'Audierne. C'est un beau langage. Je pense qu'il a été aussi impactant que des langages scientifiques étaient longs. Les films, venons au cinéma, parce que vous aimez le cinéma, et sinon dans le cinéma. Je pense que Océan de Jacques Perrin a fait largement autant pour l'océan, les films de Cousteau à l'époque, que des discours scientifiques sur l'océan en fait. Hein. Allez voir Blue, qui sort cette semaine, le film de Disney, le dernier. Les images, bon, le commentaire on peut discuter, mais les images sont somptueuses. Est-ce que la beauté sauvera le monde? C'est le titre du débat qu'on aura demain soir à Lagny-sur-Marne avec Denis Chessou. C'est des questions. Donc, bien sûr, tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup aimé, on a parlé d'émotion. Comment la science amène à créer de l'émotion? Et ce que j'aime bien raconter, moi, c'est l'histoire de la météorite d'Orgueil, où on parle d'un objet, mais ultra moche, hein, c'est un bout de caillou vraiment moche, qui fait 11 kilos, qui tombe du ciel en 1864. Et là, on va arriver à l'aspect humain, c'est un paysan qui la ramasse.
aucun animal ne l'aurait ramassé. C'est pour ça que l'humain est super important dans le système, comme on dit tout à l'heure. Il ramasse ce caillou et il l'oublie dans une caisse à oignons pendant 120 ans. Et puis en 2005, on découvre que c'est une météorite. Elle arrive sur les systèmes de géochimie qu'on a rue Buffon à Paris. On la date 4-6 milliards d'années. Alors quand on voit le caresser le caillou, moche, il a l'âge de la Terre et du Soleil, en fait, ce caillou. Et là, vous racontez une histoire. C'est aussi important que de la science pure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement aussi Hervé, il faut des langages. Mais on fait beaucoup de chorégraphie. On a un festival qui s'appelle Lieux Mouvants, tous les ans encore en Bretagne, à Lanrivain. C'est des gens qui ont racheté un village breton qui était abandonné. Et c'est toujours une communion entre des scientifiques, des artistes, beaucoup de chorégraphie. Et c'est une chorégraphie aussi somptueuse qu'un discours scientifique. Ça marche bien. Alors après, comme dit Hervé, quelle est l'efficacité à quel terme? Et c'est là que le climat est plus compliqué, parce que le climat, c'est quand même beaucoup de physique, en biodiversité. Il y a une grande partie des connaissances qui n'est pas du tout chez les scientifiques. C'est le petit paysan de Nouvelle-Guinée qui me dit ouais, vous savez, maintenant, moi, je n'arrive plus à cultiver de litchi. Il a vu le changement climatique, lui. Parce que ces plantes l'ont vu depuis longtemps. Dans nos terres agricoles, c'est très net. Donc, je pense, vous avez raison, il faut tout un système de communication là-dessus. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, et c'est là que je n'ai pas la réponse par rapport à votre question, c'est comment on l'organise. Je ne pense pas que ce soit organisé encore suffisamment bien. Mais ça existe. Et je crois, moi, je suis convaincu que art et science, ça peut marcher. Mais il faut voir ce qu'on fait aussi. Quand ils m'avaient fait ils m'ont collé des vieilles godasses dans un arbre tricentenaire du muséum qui est mort à cause de ces godasses qui parlaient pendant la nuit, ça m'a foutu en boule quand même. C'était de l'art. C'était la FIAC qui a fait ça. Ils ont pris un arbre du jardin des plantes, ils ont mis des chaussures qui parlaient, mais ils les arrêtaient pas pendant la nuit. Ça a tué mon arbre. Donc il y a art et art comme il y a science et science. Oui, ma question venait de l'épisode d'avant, mais quoique on peut sans doute le raccrocher à ce qui vient d'être dit, notamment au fait de casser des silos et de parler de manière interdisciplinaire. Moi, ce que j'ai vu dans le phénomène anthropocène, et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on est encore dans un monde d'exploitation des ressources, donc de destruction des ressources. En gros, il n'y a pas d'énergie renouvelable, puisque de toute façon, elle se détruit en permanence. Et c'est le mode sur lequel on vit. Alors, et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, je crois que c'est vous, Monsieur Boeuf, on est dans ce système de destruction de la ressource, de destruction des choses sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique. À quelle échelle ou à quelle échelle de territoire pourrait-on imaginer un monde de régénérescence économique, de régénérescence écologique et de régénérescence sociale? Parce qu'également, sur le plan social et culturel, les choses se détruisent. Donc, il existe des modèles comme ça, ça fait une quarantaine d'années, il y en a quelques-uns comme ça, qui sont éparpillés un petit peu partout, mais à votre avis, à quelle échelle de territoire pourrait-on penser des modèles régénératifs à chacun de ces niveaux-là? D'abord, sur la ressource, il y a une ressource qui est fabuleuse, dont l'immeuble pourrait être réparti, c'est la ressource vivante. Elle se renouvelle en permanence. Le problème, c'est qu'on la met au niveau des ressources non vivantes, puisqu'on surexploite, et donc on dépasse le seuil de renouvelabilité du système Terre, en fait. Là, c'est vraiment stupide, quoi. C'est ce qu'on publie chaque année en disant, voilà, le 20 août, on a atteint ce que la Terre peut produire. Donc déjà, les ressources vivantes, il faut les traiter bien différemment des ressources qui ne sont pas vivantes, puisqu'elles sont effectivement, elles ne sont pas renouvelables. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. Alors après, c'est très compliqué, votre question, vous imaginez bien, parce que... Je prends un exemple. On était ensemble, là, aux assises du transport aérien la semaine dernière. On a eu la même réponse tous les deux, on n'était pas dans la même salle au même moment, on a fait la même réponse. Ils nous disent, voilà, l'axiome de base sur lequel on ne revient pas et qu'on ne discute pas, on veut diminuer l'impact du trafic aérien, mais on va doubler le transport aérien pour 2030. On a la même réponse tous les deux, le mercredi, lui le lundi. Je dis, écoutez, vous commencez... Ah non, on ne touche pas à ça. Donc voilà. Alors, les avions, effectivement, font moins de bruit qu'avant, ils consomment moins de carburant, une partie est remplacée par des biocarburants aujourd'hui, mais c'est ça le problème, en fait. Ça veut dire que, dès le moment où on admet qu'on ne peut pas remettre... Alors, pourquoi ils ne remettent pas en question? J'ai beaucoup aimé la réponse du directeur de la DGAC. Il a dit, parce que si on fait ça au niveau français, on tue Airbus et on tue Air France. Donc ça veut dire que c'est des systèmes qui doivent être effectivement au niveau totalement international. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système international qui nous permettrait de dire, voilà, on décide tout collectivement, on décide tous de diminuer le trafic aérien, par exemple, en ne laissant pas des systèmes qui vous proposent d'emmener votre copine passer le week-end à Pékin, pour passer 48 heures. Si la fille, je m'en occupe bien, elle sera heureuse aussi à Rambouillet autant qu'à Pékin.
Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, le trafic aérien qui augmente comme ça. Donc là, c'est une vraie question, et là, la réponse est très compliquée. Ça peut se faire au territoire de l'Aquitaine, de la Bretagne, de la France, certainement pas, de l'Europe, je ne crois pas non plus. Donc, comment on crée une gouvernance générale qui permette effectivement de travailler là-dessus? C'est une vraie question, hein, sans passer par une dictature qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je ne veux pas de dictature non plus, donc je ne fais pas de politique pour ça, justement. Je finirais par être trop méchant. C'est ça le système. J'ai pas d'échelle, en fait, là-dessus. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Oui, par rapport à ça, je voudrais dire, on est dans le gros problème, c'est celui par rapport à beaucoup d'enjeux, c'est celui de la distance qu'on franchit plus facilement, qui permet de balader des denrées, des citoyens, des gens, des touristes, d'un bout à l'autre du monde, et c'est une grosse partie du caractère destructeur de la société actuelle vient de ça. En même temps, moi je sais que là où j'ai pas de réponse, moi personnellement, c'est que on vit aussi dans un monde qui nous disperse. Moi j'ai une femme argentine, donc une famille là-bas. Mon fils habite en Allemagne, ma fille est en train de partir pour faire un postdoc au Brésil. On est dans ce monde-là et c'est pas très facile de le maîtriser en fait. C'est une vraie difficulté. Comment est-ce qu'on maîtrise ce monde-là aujourd'hui, qui est un monde qui s'est éclaté. Moi, quand j'étais au lycée à Bordeaux, on parlait entre nous de qui serait plus à Bordeaux dans 20 ans et qui serait peut-être jusqu'à Paris. On a quitté ce monde-là. On est dans un monde maintenant qui s'éclate complètement. Voilà. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais je crois qu'on doit réfléchir sur ces problèmes-là aujourd'hui. On doit réfléchir sur ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on essaie de recréer un lien à la distance, parce que c'est quand même le problème majeur qu'on a aujourd'hui. Après le gaspillage, il y a plein de choses qu'on peut faire de manière immédiate sur le gaspillage. Hein. Les bouteilles en plastique, là il y en a partout, les verres, il y en a partout. Donc c'est aussi des choses qu'on peut faire et qui sont... Bon, je crois que derrière tout ça, il y a aussi un problème d'éducation. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui d'éducation. Je pense que les problèmes auxquels on est confronté, c'est aussi des problèmes d'éducation. Et l'éducation, ça marche quelquefois. Mon fils qui est allé en Allemagne, au départ, il est parti par Erasmus, et puis il a fait une maîtrise sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et moi, j'ai appris à ce moment-là, que je croyais toujours que les Allemands, après en 1945, c'était dire, oh là, on a fait quelque chose d'affreux, c'est abominable, il faut... Et en fait, non, c'est l'école qui, dans les années 60, petit à petit, avec un travail très long, a créé une conscience de ce qui s'était passé, forte, et qui dure jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu avec les problèmes sur les immigrants. Et donc je crois que sur ces problèmes environnementaux, on a le devoir de faire un effort d'éducation similaire. Je crois que rien ne se fera tant qu'il y aura des gens qui ne sont pas éduqués à ne pas voter pour des politiques qui ne veulent pas. On ne pourra pas faire un pas dans le monde démocratique vers ces choses-là. Donc je pense que si on veut de la démocratie, si on veut affronter des problèmes compliqués, il faut de l'éducation. Et cette éducation, on est en train de réformer les problèmes du bac ces jours-ci. On n'a absolument pas parlé de ces enjeux-là, ou très très peu pratiquement. S'il y a un endroit clé dans ce qui s'est passé ces jours-ci, dans nos journaux, dans nos débats, par rapport à tout ce dont on vient de discuter, c'est ça, c'est les programmes du bac. Je crois qu'il n'y a aucun levier plus puissant que cela dans tout ce qu'on a vu ces jours-ci dans les nouvelles. Et on n'en a pas parlé. Donc je crois que là, il faut réfléchir beaucoup à ces problèmes d'éducation. Et on ne fait pas du tout ce qui est suffisant par rapport à ça. Oui, alors avant ma question, à ce moment-là, je dis 3 mots pour reprendre ce que vous étiez en train de dire. Emmanuel Todd, il y a 20 ans, avait écrit cette triade: alphabétisation, maîtrise de la contraception par les femmes, démocratie. Hein, bon, c'est à peu près pareil. Alors, mais pour revenir à ma question, tout à l'heure, vous nous avez expliqué plein de choses positives et qui peuvent résoudre plein de problèmes, mais Gilles a été applaudi tout à l'heure quand il a dit « il faut les tuer ».
Hein. Bon, alors sans aller jusque-là, si on veut pas être devant un tonneau des Danaïdes, ouais. Si on veut pas être devant le tonneau des Danaïdes, ben, il faut peut-être ces 62 enfoirés qui sont à la tête des multinationales, qui sont à l'origine de la destruction massive des écosystèmes naturels et du changement climatique. Il faut peut-être faire quelque chose contre eux. Hein. Et on a eu au début de la semaine, à votre place, Valérie Caban, qui fait partie depuis 2013 du groupement End Ecocide on Earth, qui regroupe 100 ONG et qui ont des experts, dont elle, hein, pour... et le truc en Hollande, c'était un peu ça, hein, c'est-à-dire de mettre en place une législation universelle avec une responsabilité civile qui permette, par le traité de Rome, de rajouter un crime à la CPI. L'écocide. Voilà, l'écocide. Hein. Et ça, ils sont en train d'y bosser beaucoup. Il y a 10 ans, la France avait voté contre, hein, avait tout bloqué à cause de ça. Donc, il n'y a que ça qui marchera, parce que ces enfoirés-là, qui seraient bien capables de subventionner les événements artistiques d'ailleurs, hein, la seule solution, c'est de leur piquer leur fric ou de les foutre en tôle. Il n'y a que ça qui pourra les arrêter. Alors, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que pour ne pas faire le tonneau des Danaïdes, il faut que ça joue aussi? Alors, moi, je crois beaucoup aux problèmes fondés sur le droit et je crois qu'effectivement, ça fait partie des solutions. Après, il faut bien y réfléchir. On peut parfaitement imaginer un système de droit sur l'environnement qui aboutisse à nous inculper tous, là, ici, et à laisser les personnes dont vous parlez en place. Donc il faut bien réfléchir à quels sont les... Ils ont des bons avocats, ils sauront expliquer les choses. Voilà, il y a une chose qui me fait peur, c'est un petit peu la manière dont un système comme ça peut être détourné. Voilà. Mais je crois que le droit, c'est un levier fondamental. Oui. Et il y a un second aspect, c'est qu'on arrêté d'acheter leurs produits. Qu'est-ce qu'on achète tous les jours? Pourquoi on continue à acheter des produits agricoles que l'on sait bourrés de pesticides? C'est plus qu'un boycott, c'est tout le monde arrête d'acheter ces produits. Ils arrêteront de les produire, en fait. Ils les font, puis ils continuent à faire de l'argent dessus. Vous savez, il y avait Holstein Dahle, qui était pourtant c'était un capitaliste, hein, qui en 2002 avait dit le système soviétique s'est écroulé parce qu'il ne tenait pas compte des lois du marché. Bon. Moi, un marché, pourquoi pas, mais encadré un petit peu quand même. Hein. Bon, ok, admettons. Il disait après, le système capitaliste non encadré et trop libéral s'écroulera parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. C'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment, finalement. Comment on trouve la demi-mesure entre tout ça? Moi, je pense que oui. Alors, bien sûr, si demain on arrive... Mais vous croyez quand même que les types en Yougoslavie ou en ce moment en Syrie, ils s'arrêteraient parce qu'ils pensent qu'ils pourraient être condamnés dans le futur? Je ne crois pas trop, moi. Hein. Je ne crois pas trop. C'est beaucoup plus, je pense, à nous d'arrêter, parce qu'on achète tous les jours, de permettre à gens de gagner de l'argent, en fait. C'est pas un vrai boycott. Hein. C'est vraiment... On fait la part des choses. Tout à l'heure, on revient à l'agriculture... Je me rappelle dans les années 50, quand quelqu'un allait au marché, 50% de ce qu'il avait dépensé, c'était des produits de consommation pour les manger. C'est 14 ou 15% aujourd'hui. Pourquoi? Alors on me dit les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas acheter de produits bio. À regarder de près, s'ils ont un écran plat chez eux en contrepartie, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de jugement sur les gens, mais c'est plus compliqué que ça. Je pense que notre façon de faire, ça serait effectivement... que collectivement tous, on décide de ne plus acheter de pommes qui sont empoisonnées. Il faut les peler. Il y avait une belle émission, il montrait qu'il y avait, dans les fruits non bio, il y avait 80% de trucs dans la pluie. Il faut l'acheter. Ça revient à la même chose. Regardez la chlordécone. Je prends un exemple bien précis, à la Martinique et en Guadeloupe. Ce produit était totalement interdit en France. Il vient d'une petite PME américaine qui a mis ça au point il y a quelques années. C'est un produit qu'on utilisait pour traiter les bananes contre un charançon, un coléoptère qui bouffait les bananes. Et ça permettait effectivement d'amener à peu près le coût de production au coût de production des pays qui sont à côté, comme la Jamaïque par exemple, ou le Brésil. Un préfet a donné le droit, une dérogation incroyable, d'user ce produit. Mais il devrait se poursuivre en pénal, ce type. Il a empoisonné tous les terres agricoles de la Guadeloupe et de la Martinique. Les rivières, les sols, le littoral marin. J'ai vu des amis pêcheurs qui... Je ne peux plus vendre mes langoustes. Et on en a pour 150 ans de ce truc. Devant une telle irresponsabilité,
Et je pense qu'alors là, il faut que le droit s'en occupe de ce genre de choses, mais c'est pas ce qui se passe. Donc si aujourd'hui on décide effectivement tous collectivement de ne pas accepter de bouffer des choses qui nous empoisonnent, peut-être que ça ferait changer les choses, je ne sais pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a comme moyen? C'est vrai que c'est les multinationales qui sont les plus dangereuses, c'est pas les États aujourd'hui, ça c'est très clair. Hein. Ouais, moi je pense qu'il faut aller vers des choses comme ça. Alors où l'État est capable de légiférer, par exemple sur les semences, ça me rend fou. Même des gouvernements de gauche en France ont laissé le CEMACL se mettre en place. J'ai présidé pendant plusieurs années, moi, le comité environnement de la Fondation de France. Donc j'ai contribué à donner des subventions, des aides de la Fondation de France, c'est pas public, à des gens qui étaient illégaux. Hein, Cocopelli, ils étaient illégaux. Et pendant 15 ans, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent conserver leurs semences paysannes, c'est tout. Alors aujourd'hui, en fait, c'est un problème juridique. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse avoir accès aux semences paysannes. Qu'est-ce que dit la loi actuelle? Elle dit en fait, je peux les donner à des amis, je peux les vendre dans mon cercle d'amis, mais je ne peux pas en faire un commerce. Or, pour qu'ils puissent les produire, il faut qu'ils en fassent un commerce. Donc, en fait, il faudrait juste basculer ça, et on pourrait, dans ce cas-là, revenir à un système tellement normal, évident, démocratique, qui est que quelqu'un qui fait ses semences puisse les répartir, les utiliser, et non être dépendant de quelques multinationales qui ont mis la main sur les semences en question, et qui prennent des brevets sur du vivant, en plus. Ça, c'est encore une question. Hein. Mais l'éducation, je suis entièrement d'accord, elle est fondamentale. Alors, l'écologie, où est-ce qu'elle s'enseigne? En ce moment, il parle du bac. On a une réforme qui se met en place, qui pourra faire que tous les gamins français qui n'en auront pas envie ne feront plus de sciences de la nature à partir de la seconde. Mais c'est quoi? L'écologie, il faut en faire en CP, la science écologique. Là. Il faut en faire en CM2, il faut en faire en 6e, il faut en faire à l'École nationale d'administration. Ils ne savent pas qu'ils sont faits flotter de bactéries, ces types-là. Et dans les écoles d'ingénieurs, parce que c'est très grave aujourd'hui, c'est Jean Jouzel qui nous disait récemment que là où on trouve le plus de climato-sceptiques chez des gens éduqués, c'est dans les écoles d'ingénieurs. Comment est-ce qu'on les éduque? Oui. En fait, je voulais poser exactement la même question. Comment est-ce qu'on les éduque? C'est qu'en fait, le principal problème, je pense, aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et je pense que ce soir, on voit très bien que la majorité des gens qui sont là ne sont pas climato-sceptiques et sont déjà instruits, et on n'est pas très nombreux. Enfin, on est ce qu'on est, mais par rapport à la population qui pourrait venir là et qui est devant TF1 ce soir, c'est dommage. Et donc ma question, c'est comment on fait pour sortir tous ces gens de l'ignorance? Je suis d'accord avec vous, par l'enseignement, j'essaye de faire au quotidien ce que je peux, mais je me rends compte quand même que la plupart des gens qui sont vraiment climato-sceptiques, qui croient vraiment que la Terre est plate, ceux-là, c'est vraiment compliqué de leur faire entendre... je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Et ce sont les rois des fake news, justement. Oui, j'ai suivi il y a 2 ans une espèce de drame in vivo par Internet avec dans le ministère d'écologie, une personne qui avait une fonction de conseiller, je n'ai jamais qui c'était, mais il était en train de dériver climato-sceptique. Et tous les gens autour de lui essayaient de le... Il y en a à l'Académie des sciences, et alors, j'étais mis en copie, souvent en copie cachée, de tous ces messages qui s'échangeaient pour essayer de le convaincre. Et plus les gens essayaient de le convaincre, et plus ils s'entêtaient dans le fait de dire « Mais non, regardez, tous ces écologistes, c'est des lobbies, ils disent tout ça, ça les rend puissants, ça les rend célèbres, ça les rend... » Donc, c'est effectivement très difficile de savoir comment on construit des comportements, comment les gens réagissent, Et je crois qu'il faut avoir une éducation qui soit très respectueuse, en fait, de ça. Moi, encore une fois, je pense qu'on doit réfléchir à l'éducation. Je ne crois pas à l'éducation moralisante dans ces domaines-là. Je crois qu'il ne faut pas une éducation qui soit une éducation soit une éducation qui impose... On revient à la complexité. Moi, j'entends des gens qui me disent il faut vraiment être en douille maintenant pour ne pas croire au changement climatique. C'est pas vrai, c'est très compliqué l'effet de serre, c'est très compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on accepte ou pas un raisonnement d'autorité qui vous vient de la communauté scientifique. On l'accepte généralement, qu'on accepte ce raisonnement d'autorité quand on va chez le médecin, parce qu'on sait qu'il a des diplômes, que probablement il est... Voilà. Donc, mais c'est pas qu'on est capable de juger qui est un bon médecin ou pas par nous-mêmes. Donc il faut qu'on ait les codes qui nous permettent effectivement de savoir, je crois,
comment travaille une communauté scientifique ou une communauté de chercheurs de tous dans environ, comment est-ce qu'on forme les idées, d'où elles viennent, quelles sont leurs... Donc je crois qu'il faut une manière d'enseigner ces choses-là qui sera différente. Et on doit aussi savoir que ce qui est important, c'est de former des gens, des jeunes essentiellement quand on parle d'éducation au lycée, qui seront confrontés dans 20 ans ou 30 ans à un monde différent. Donc on doit pas les figer dans des idées qui sont les nôtres. Chacun a ses trucs, chacun a des idées auxquelles il tient. Il faut leur donner des mobilités d'esprit qui leur permettra d'être réactifs, de se construire eux-mêmes une opinion par rapport à des choses qui évoluent. Ça, c'est des enjeux d'éducation d'aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai, à l'Académie, il y a eu un débat sur les programmes du bac. Parler de ces choses-là, c'était pas le lieu. C'était pas le lieu, malheureusement. Développer l'esprit critique, c'est ça la vraie éducation. Apprendre le gamin à s'interroger en permanence. Et je te dis quelque chose, peut-être que ça s'apprendrait dans 2 ans. C'est très important. Il y a des choses de base, mais je pense que l'amener à développer un esprit critique, c'est très important. Oui, je voulais rebondir sur ce problème-là parce que dans le milieu agricole, on est beaucoup confronté à ces constructions idéologiques où on, je dirais, sacrifie tout à la compétitivité. C'est vraiment un schéma mental qui est là et tout. Il faut être compétitif et les variables d'ajustement, c'est l'environnement et éventuellement l'humanité, dont l'essentiel, c'est de mourir, mais compétitif. Donc c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué d'arriver à discuter, à détricoter le truc là qu'ils ont dans la tête pour les convaincre que leur vision du monde est à quelque chose d'apocalyptique pour le cas. Voilà. Donc faut les faire sapiens, ces gens-là, mais c'est compliqué. Voilà. Bon, enfin, pour vous on est homo faber, mais on est souvent démence, mais on n'est pas sapiens. Pour vous rassurer, j'ajoute quand même que quelques classes de Bergerac, quelques classes du lycée de Bergerac ont travaillé sur l'Anthropocène et sont venus voir les films dans la journée. Enfin, voilà. Ils ne sont pas là ce soir parce qu'ils se couchent tôt, bien sûr. Oui, une dernière question peut-être Non, ce n'est pas une question, simplement par rapport à l'éducation, tu viens de citer effectivement une classe du lycée Mène plusieurs classes. 7 classes du lycée Mène de Biran. Donc l'éducation à l'environnement, qui n'est pas l'instruction, mais l'éducation à l'environnement, est inscrite dans nos programmes globaux, toutes disciplines confondues, depuis au moins l'année 2000. Et on a commencé, alors évidemment, les profs classiques, on va leur parler de l'utilisation de l'énergie, etc. Non, il faut mettre en situation. Alors, de plus en plus, maintenant, il y a des élèves qui prennent en charge le tri des déchets, le tri sélectif, qui font des composts, qui font des jardins associés à l'établissement, y compris dans les écoles primaires, mais aussi dans les collèges. Ici, nous en avons. Nous sommes un tout petit territoire, n'est-ce pas? Donc nous avons des exemples locaux. Je pense que ça doit se multiplier en Bretagne et autres régions de France, pas simplement en Dordogne. Et cette prise en charge d'éducation à l'environnement, c'est effectivement une prise de conscience, une sensibilisation. Beaucoup de jeunes gens prennent le vélo plutôt que se faire tramaler en voiture et ainsi de suite. Très bien. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas, dans les jeunes générations que je côtoie, pas uniquement ici sur ce territoire, mais d'autres régions de France. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Non, pas vraiment, on n'a pas fait le tour. Mais on a encore une journée demain. Merci à tous.